La famille d'un travailleur thaïlandais tué dans un verger de pommiers en Israël attendait désespérément le rapatriement de son corps, tandis que ses collègues thaïlandais se disaient effrayés par sa mort, mais contraints de rester pour des raisons financières. La famille de Nizam Miram, 42 ans, a déclaré être attristée et inquiète, car elle n'avait pas été informée du retour de son corps depuis le nord d'Israël. Fruexa Miram, 43 ans, a déclaré depuis sa maison dans le village de Ban Kalon, du Tambon Cantrarom, dans le district de Krasan, dimanche, qu'elle avait tenté de se renseigner auprès des collègues de son défunt mari sur le retour de son corps, mais ceux-ci lui avaient répondu qu'ils avaient été évacués vers un endroit plus sûr et que son corps avait peut-être été envoyé ailleurs pour une autopsie. Madame Fruexa a expliqué que sa famille était sous le choc après la mort de son soutien de famille et qu'elle avait 2 enfants, âgés de 18 et 12 ans. Selon elle, Nizam était parti travailler en Israël en décembre 2020 car la famille avait des dettes dépassant 1 million de bahts, liées à leurs véhicules et équipements agricoles. Après le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre de l'année dernière, il était rentré en Thaïlande. Environ 7 mois plus tard, son employeur israélien l'avait rappelé pour reprendre son travail de cueillette de fruits afin de respecter son contrat de 5 ans et 3 mois. Il était donc retourné en Israël en juin, malgré l'opposition de sa famille, en raison des pressions financières auxquelles ils étaient confrontés. Madame Fruexa a expliqué qu'elle appelait et envoyait des messages à son mari tous les jours parce qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. Son dernier appel avec lui remonte à environ 10 heures du matin vendredi, 6 heures en Israël. Ces messages suivants sont restés sans réponse, jusqu'à ce qu'un de ses collègues lui annonce la mort de son mari. L'ambassade thaïlandaise à Tel Aviv lui a expliqué qu'une bombe, déjà présente dans le verger où travaillait Nizam, avait explosé samedi matin. Un autre travailleur thaïlandais, qui s'est identifié uniquement comme M, a déclaré par appel vidéo dimanche qu'ils étaient parmi 24 travailleurs thaïlandais dans le verger de pommiers, et juste avant l'explosion, 4 rangées de travailleurs cueillaient des pommes. Nizam se trouvait en 2e position dans sa rangée, et M en 4e. Lorsqu'ils ont entendu l'explosion, ils se sont accroupis, puis un ouvrier a crié que Nizam avait été touché et tué, a raconté M. Les soldats ont emmené le corps de Nizam hors du verger, et aucun autre travailleur thaïlandais n'a revu son corps, selon M. Il a ajouté qu'après l'incident, tous les travailleurs thaïlandais restants étaient sérieusement préoccupés pour leur sécurité, mais qu'ils ne voulaient pas retourner en Thaïlande immédiatement, car ils devaient subvenir aux besoins financiers de leur famille. Le célèbre animateur de télévision et acteur Kankan Tatavorn s'est rendu dimanche matin auprès de la police de protection des consommateurs pour être interrogé à propos des plaintes concernant l'entreprise de vente directe The Icon Group. Monsieur Khan est arrivé au bureau central d'enquête accompagné de son avocat pour répondre aux questions de la police de protection des consommateurs. Il a déclaré qu'il s'était présenté comme promis et qu'il espérait que ces informations et explications seraient utiles. Il a insisté sur le fait que ses réponses seraient basées sur des faits. L'interrogatoire s'est terminé vers 13h30. Monsieur Khan a ensuite déclaré aux journalistes qu'il avait maintenu son innocence devant la police et leur avait remis toutes les informations en sa possession. Il a promis de coopérer avec les autorités, mais a présenté ses excuses aux journalistes et aux personnes concernées pour ne pas pouvoir fournir davantage de détails sur l'affaire pour le moment, car celle-ci est désormais entre les mains de la justice. Environ 740 personnes ont déposé plainte auprès de la police de protection des consommateurs pour des pertes totalisant environ 266 millions de bahts, liées à leur participation aux activités de vente directe de The Icon Group. Waratafon Waratiaworakul, 41 ans, directeur général du groupe, a rencontré la police de protection des consommateurs samedi et a exprimé sa tristesse en apprenant que des personnes avaient subi des pertes en investissant dans l'entreprise de vente directe. Il a annoncé que son entreprise ouvrirait un centre de soutien pour offrir de l'aide et des compensations aux personnes affectées. Plus tôt samedi, la police de protection des consommateurs a mené des perquisitions dans 9 endroits liés à The Icon Group à Bangkok et dans les provinces voisines à la recherche de preuves pour déterminer si l'entreprise menait une activité commerciale réelle ou si elle avait simplement l'intention de lever des fonds de manière illégale. Le Paul Maji Gensofon Sarapa, commissaire adjoint du bureau central d'enquête, a déclaré que les personnes touchées pouvaient déposer des plaintes dans n'importe quel poste de police du pays, et que celles se trouvant à l'étranger pouvaient mandater des représentants pour déposer des plaintes en leur nom en Thaïlande. Plus d'un tiers des Thaïlandais déclarent qu'ils seront furieux s'ils ne reçoivent pas la prime de 10 000 bahts lors de la 2e phase du programme de portefeuille numérique, selon un sondage.
Plus de la moitié serait au moins légèrement en colère, tandis qu'un peu plus d'un tiers ne s'en soucierait pas du tout. Le sondage, réalisé par l'Institut national d'administration du développement, NIDAPOL, a interrogé 2000 personnes à travers le pays du 7 au 9 octobre pour connaître leur avis sur la manière dont la prime de 10 000 bahts devrait être distribuée lors de la deuxième phase du programme de relance économique du gouvernement. L'enquête a révélé que 56,95% des répondants étaient éligibles à cette aide, 23,95% ne l'étaient pas, 17,00% avaient déjà reçu les 10 000 bahts et 2,10% n'étaient pas certains de leur éligibilité. Le sondage a ensuite demandé aux répondants éligibles et à ceux incertains de réagir à 4 scénarios de paiement. Le gouvernement décide d'annuler la deuxième phase de la distribution, n'offrant ni argent liquide ni monnaie numérique. 41,58% seraient très en colère. 34,38% pas en colère du tout. 14,56% assez en colère. 9,14% légèrement en colère. 0,34% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Le gouvernement distribue la prime sous forme de monnaie numérique, mais pour un montant inférieur à 10 000 bahts, par exemple 5 000 bahts. 40,30% pas en colère du tout. 24,47% très en colère. 21,25% assez en colère. 13,64% légèrement en colère. 0,34% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Le gouvernement offre la somme complète de 10 000 bahts en monnaie numérique. 60,54% pas en colère du tout. 17,53% légèrement en colère. 12,11% assez en colère. 9,31% très en colère. 0,51% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Le gouvernement verse la prime en 2 tranches de 5 000 bahts en monnaie numérique. 60,88% pas en colère du tout. 20,07% légèrement en colère. 10,58% assez en colère. 8,30% très en colère. 0,17% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. En ce qui concerne les répondants non éligibles, voici leurs réponses concernant la prime de 10 000 bahts. 29,44% pensent que le gouvernement devrait distribuer la prime à tous, sans distinction de revenus ou de patrimoine. 25,47% sont contre la distribution, estimant que personne ne devrait recevoir les 10 000 bahts. 25,25% estiment que la prime devrait être donnée uniquement aux groupes vulnérables, tels que les personnes handicapées. 15,66% sont d'accord avec l'idée que le gouvernement offre de l'argent ou de la monnaie numérique aux groupes vulnérables lors de la deuxième phase. 2,30% sont d'accord uniquement avec les paiements en monnaie numérique lors de la deuxième phase. 1,88% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Les communautés des provinces de Chiang Rai et Chiang Mai ont été frappées par 2 vagues d'inondations au cours des dernières semaines, que les habitants décrivent comme les pires depuis des décennies. Bien que l'eau ait en grande partie reculé, les habitants et les volontaires s'emploient encore à nettoyer la boue qui recouvre les rues et les maisons. Ces inondations massives et leurs conséquences ont amené beaucoup de personnes à se demander quels facteurs ont contribué à cette catastrophe. Le Bangkok Post a interrogé des experts en gestion de l'eau et en ingénierie, qui ont suggéré aux autorités de repenser l'urbanisme et de collaborer avec le Myanmar pour prévenir les risques futurs d'inondations transfrontalières. Changement d'utilisation des terres. Tanapon, des volumes de boue anormalement élevés. Tanapon Piment, chercheur principal à l'Institut de l'environnement de Stockholm, a déclaré que l'inondation qui a dévasté le district de Mae Sey dans la province de Chiang Rai était inhabituelle non seulement par sa fréquence, mais aussi par la quantité massive de boue qu'elle a apportée. Cela pourrait être attribué aux pluies saisonnières qui ont commencé en août, combinées à l'influence du typhon Yagi, qui a provoqué de fortes pluies au Myanmar. L'excès d'eau, accompagné de boue, a coulé dans la rivière Mae Sey, suggérant un changement dans l'utilisation des terres dans les zones en amont. M. Tanapon a expliqué que la boue provenait de 2 sources, des glissements de terrain naturels et des activités agricoles ou minières dans les zones forestières. Par ailleurs, le sol mis à nu s'est transformé en boue dans la rivière. Cependant, bien qu'il n'y ait pas de statistiques à ce sujet, il suppose que la grande quantité de boue ne provient pas uniquement des zones proches, mais que plus de 80% de celle-ci provient probablement du bassin versant de la rivière Mae Sey.
Il a ajouté que cette inondation n'était pas causée par la libération d'eau excédentaire des barrages en amont, situés au Laos et en Chine, comme certains l'ont supposé. Faire face aux futurs risques d'inondation est un défi majeur, surtout lorsque la Thaïlande se trouve en aval. À court terme, en plus de la réhabilitation des communautés touchées, il est impératif d'ouvrir des stations de surveillance du niveau de l'eau dans les zones en amont de la rivière Maese pour servir de système d'alerte précoce. Le développement d'un plan de réponse aux catastrophes plus efficace, ou l'amélioration de l'urbanisme, est également nécessaire, bien que ce soit une tâche ardue car la région est une zone économique spéciale où les habitants ne voudront probablement pas se relocaliser. Un plan d'évacuation devrait être mis en place pour assurer la sécurité des personnes vivant dans des zones à risque. À long terme, le gouvernement central doit intervenir, car les autorités locales n'ont pas les ressources suffisantes pour gérer la situation, que ce soit pour restaurer les barrières de protection contre les inondations ou améliorer la capacité de drainage via le système d'irrigation. M. Thanapong a souligné la nécessité de favoriser une collaboration avec le Myanmar, car cette question transfrontalière concerne les deux pays. Cette zone n'est pas seulement sous le contrôle du gouvernement birman, mais également de groupes ethniques et armés. Réduction des risques d'inondation. Suchatve, encourager la relocalisation dans des zones sûres. Suchatve Suansawa, ancien président de l'Institut d'ingénierie de Thaïlande, a déclaré que les inondations étaient causées par le réchauffement climatique et les activités humaines, telles que la déforestation et l'empiètement sur les rives des rivières. Il a insisté sur la nécessité d'une volonté politique forte, en particulier de la part de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, pour rassembler les agences gouvernementales afin de développer un plan d'urbanisme et de s'assurer qu'il soit rigoureusement appliqué pour garantir la durabilité. Les communautés situées dans les zones de rétention d'eau doivent être informées de la situation et incitées à se relocaliser. Quant aux inondations dans la ville de Chiang Mai, M. Thanapong a déclaré que les communautés urbaines avaient une connaissance limitée de la manière de faire face à ces situations, car elles ne sont pas confrontées à ce problème régulièrement. Il a également évoqué l'idée d'un projet d'envergure, tel qu'un grand tunnel de drainage sous la ville, mais a noté que les parties prenantes devront déterminer si un tel investissement en vaut la peine. Réappropriation des plaines inondables. Phimporn, des solutions basées sur la nature. Phimporn Dit, directrice de campagne pour le programme d'Asie du Sud-Est du Réseau international des rivières, a déclaré que les inondations à Chiang Rai et Chiang Mai montrent que les zones de rétention d'eau ont été occupées par des populations en raison de l'expansion incontrôlée des villes. Elle a également noté qu'en amont, des activités minières ont laissé des sols exposés, ce qui pourrait également contribuer au glissement de terrain boueux. Pour réduire la gravité des inondations futures, elle a plaidé pour des solutions basées sur la nature, telles que la préservation des zones humides, plutôt que de chercher à contrôler les rivières. Elle a également critiqué les autorités pour leur manque de préparation en matière d'alerte et de réponse.